La délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel et Radio Aléo présente le podcast Antillennes des élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire. De plus en plus de jeunes étrangers viennent trouver refuge au sein de nos pays européens. Pour quelles raisons la guerre ? Le réchauffement climatique, la pauvreté, les discriminations ou encore le pouvoir politique ? Jeunes exilés, mineurs isolés, d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Pour nous en parler, nous accueillons la présidente de la Ligue des droits de l'homme à Mâcon, Franz Daniel. Bonjour Daniel, nous vous recevons aujourd'hui pour échanger sur le fonctionnement de votre association et pour comprendre de quelle manière vous intervenez pour venir en aide et accompagner les jeunes. Pouvez-vous nous dire ce qu'est un mineur isolé ? Un mineur isolé, c'est essentiellement une personne mineure, donc qui n'a pas 18 ans, qui se trouve éloignée de sa famille et qui a le droit, du fait de ce statut-là, a le droit à la protection quand elle arrive en France. Et il y a deux types de mineurs isolés. Il y a ce que l'on appelle les MIE, mineurs isolés étrangers, et ceux-là peuvent accéder à une structure d'accueil qui s'appelle le DAMIE, D-A-M-I-E, dispositif d'accueil des mineurs isolés étrangers. Et il y a les MNA. Alors le MNA, c'est aussi un mineur isolé, étranger, mais lui, il est non accompagné. C'est la différence. Par voie de conséquence, a besoin d'aide. Dans un de vos tracts, nous pouvons lire que les mineurs non accompagnés vivent des situations intolérables. Quel type de situation ? Déjà, ils ignorent où ils sont quand ils arrivent. Ils peuvent avoir entre 14 et 17 ans. Ils sont confrontés, parfois pendant des années, à l'absence de prise en charge, même en France. Ils ont faim, n'ont pas d'abri adapté pour le repos, l'hygiène, et ils sont parfois confrontés à de très graves problèmes d'insalubrité qui menacent leur santé. Ils ne trouvent pas de réponse aux besoins fondamentaux, la sécurité, l'éducation, et ils sont confrontés de surcroît à la suspicion de la préfecture quant à leur date de naissance. S'ils sont mineurs, ils peuvent rester en France. S'ils sont majeurs, ils doivent quitter la France. Dans le département de Saône-et-Loire, combien de mineurs isolés accompagnez-vous ? On n'en a aucune idée. Ça change tout le temps. À l'arrivée, parfois depuis l'Italie, l'Albanie et autres, ils sont livrés à la rue, puis repérés parfois par un bénévole ou enregistrés à Asti-Mâcon. Parfois, ils disparaissent, notamment quand ils n'ont accès à aucune aide financière, par exemple. On parle bien des MNA, là, mineurs non accompagnés, ceux-là. Étant donné que vous venez en aide à des jeunes migrants, rencontrez-vous des difficultés pour communiquer avec eux ? Faites-vous appel à des interprètes extérieurs ? Non, en fait, ces jeunes ont tous un portable, c'est leur seul bien, c'est leur seul trésor, on va dire, ils en ont besoin. Et on communique avec eux par Google Traduction, même s'ils ne parlent pas le français, c'est pas gênant. Certains ont des bribes de français, des bribes d'anglais aussi, mais dans tous les cas, il n'y a pas de problème de communication comme ça. Est-ce que vous vous attachez à ces jeunes ? Si oui, arrivez-vous à prendre du recul quand ils n'ont plus besoin de votre aide ? Alors bien sûr, on s'attache à eux, évidemment. On est là pour les accompagner, faute de prise en charge légale par le conseil départemental. À Mâcon, ils sont accueillis dans des préfabriqués à l'espace d'UM, l'ancienne caserne d'UM. Et parfois, les portes sont fermées. Quand ils arrivent, dans la journée ou dans la nuit, les portes sont fermées. Que faire ? Parce que le service ne fonctionne plus, le bâtiment il peut être fermé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, faute de place. Donc c'est là que les bénévoles interviennent auprès des MNA. Quel type de logement trouvez-vous pour les jeunes ? Foyer d'accueil, famille d'accueil, appartement privé ? On n'a pas le droit de les accueillir nous-mêmes, de les loger. En fait, ils relèvent de la protection de l'enfance et donc de la responsabilité du conseil départemental qui est chargé de la protection de tous les mineurs. Ceux-là, les MNA, tous les mineurs français par exemple et autres. Le conseil départemental est chargé de cette protection. C'est ce conseil départemental qui doit les loger, les nourrir, les scolariser et bien sûr, même quand ça se met en place, tout s'effondre le jour où ils ont 18 ans. Vous organisez des journées nationales de défense pour les jeunes exilés en danger. À quel type de danger les jeunes étaient-ils exposés avant d'arriver en France ?
Quand ils arrivent, ils ont une vision idyllique. Ils sont partis parce qu'ils étaient obligés. Quand on part de son pays, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Il faut bien comprendre ça. Et donc, ils ne savent pas où ils arrivent. Ils ont une vision idyllique. Ça va être mieux qu'avant. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Outre la faim, la peur, l'insécurité, le froid ou le chaud, la pauvreté extrême, ils peuvent avoir connu aussi dans leur pays la maltraitance, les abus sexuels, la maladie des parents ou leur addiction, l'absence de perspective, d'avenir. Et pendant le trajet de surcroît, qui peut durer des fois plusieurs années, ils peuvent avoir connu la prostitution, le travail forcé, les vols, la torture, la séquestration. Y a-t-il un accompagnement psychologique pour aider ces jeunes ? Je ne peux pas répondre parce qu'en tout cas, il ne dépendrait pas des associations, parce que la Ligue des droits de l'homme n'est pas la seule association, loin de là, à accompagner ces MNA. La plus fondée à accompagner, c'est ASTI, Association de soutien à tous les immigrés, qui depuis peu, disons 2 ans à peu près, a maintenant une section d'accueil à Mâcon. Nous, on n'a pas de moyens. Tout ça, ça dépend du conseil départemental. Retour à la structure responsable de cette protection de l'enfance. Quel type de documents les jeunes ont-ils besoin pour pouvoir rester sur le territoire français ? Ils ont besoin d'une pièce d'identité, un passeport. Le passeport, c'est le mieux parce que celui-là, il est difficile à contester, notamment au niveau de la date de naissance. Parce que vous avez compris que la date de naissance importe. Quand on a 18 ans, on perd ses droits. Donc c'est ça qui est un des problèmes. Donc le passeport, ou bien des extraits de date de naissance de leur pays, ou bien des jugements supplétifs quand ils n'ont rien. Quoi qu'il en soit, tous ces documents peuvent être contestés par la préfecture. Le format du document n'est pas le bon. On demande la pièce authentique. Et même dans la commune où on est né, où est né l'enfant, on ne trouve pas. Il n'y a pas de traces. Les registres ne sont pas forcément tenus comme chez nous. Voilà, il n'y a aucun point d'appui. Donc souvent, ils arrivent sans rien et sans document. Et ça se passe comment quand ils arrivent sans documents, sans papier ? Quand ils arrivent sans documents, sans papier, en général, ils vont disparaître. S'ils n'ont pas d'aide du tout, s'ils ne rencontrent pas de bénévoles, si les bénévoles n'arrivent pas à les intégrer dans des structures, alors on les oriente vers les Restos du Cœur, on les oriente vers le Secours catholique, le Secours populaire, toutes associations qui font un maximum, même pendant longtemps. Il y en a qui dorment à la rue. Dans la presse, vous pouvez aussi entendre des événements comme cela, parfois des familles, mais là on parle de mineurs non accompagnés, se trouvent à la rue. Faites-vous des démarches pour leur trouver des formations ou du travail en France ? Bien sûr, on cherche à mettre en place la scolarisation quand ils y ont droit. S'ils n'ont pas 18 ans, ils y ont droit. C'est un droit inscrit dans la Constitution. On cherche aussi des formations, par exemple aussi des apprentissages. Ça, c'est le plus ferme, le plus sécurisé. Cette démarche-là permet aux jeunes apprentis d'avoir déjà un salaire. Parce que ce qu'on va exiger d'eux, c'est qu'ils soient autonomes sur le plan financier. Et donc, le plus rapidement possible, il faut qu'ils soient autonomes. Les droits dont ils sont privés sont inscrits dans le droit français, dans les droits de l'homme et dans les droits de l'enfant aussi. Mais on ne leur cherche pas de travail. Ils n'ont pas le droit de travailler en France. Les jeunes ont-ils des aides semblables à celles des personnes de nationalité française ? Alors ça, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce dont ils bénéficient. Ils ont des aides ponctuelles, vous avez bien compris, des bénévoles par exemple, ou des associations, Secours catholique et autres. Ils ont des aides comme ça qui ne sont pas financières. Pouvez-vous me donner un pourcentage, le nombre de personnes qui arrivent à rester sur le territoire français sans repartir dans leur pays ? Les statistiques, vous allez les trouver sur Google. En général, avec 1 an à peu près de retard, mais bien sûr, c'est normal le temps de récapituler. D'autant plus que vous comprenez bien que certains MNA ne sont même pas du tout enregistrés puisqu'ils ont disparu, ils sont dans la campagne, ils repartent. Quand même, on estime à 1/3 les MNA qui sont régularisés et à 2/3 ceux qui vont continuer à chercher à survivre comme clandestins. Ils vont chercher du boulot et ils peuvent, à partir d'un certain volant d'heures, à condition qu'elles soient déclarées bien sûr, ils vont pouvoir déposer un dossier de demande de titre de séjour et donc rétablir leur situation et faire partie du tiers régularisé pour le coup. Ceux qui sont de Saône-et-Loire, ils viennent de quel pays ?
Ça dépend, historiquement, j'allais dire, des années qu'on observe. Il y a quelques années, sont arrivés des Afghans, des Syriens, je ne pense pas trop me tromper. Sachez bien que tout ce que je dis, j'essaye de vous documenter suffisamment, mais quoi qu'il en soit, je vous encourage à continuer à vos recherches. Moi, je ne suis pas l'encyclopédie, surtout dans ce domaine, il n'y en a pas. Donc, ils venaient souvent d'Afghanistan, de Syrie, Bosnie-Herzégovine aussi, enfin ces pays-là. En 2017, quand on en a vu beaucoup arriver à Mâcon, cela venait d'Albanie, de Géorgie. Il y a un peu de tout, et les flux obéissent, on va dire, à leur besoin de se retrouver, de se regrouper, un peu par nationalité, grâce au téléphone, parce que des fois, ils vont attendre 2-3 ans pour retrouver des compatriotes, mais ils vont les retrouver. Est-ce que c'est plutôt des garçons ? Je vais être incapable de répondre. Vous voyez le film qui sort en ce moment, Tori et Lokita, c'est une jeune fille, une adolescente et un gamin. Oui, des MNA, il peut y avoir des filles. Je pense que dans le MIE, je ne sais pas en fait. Dites-vous bien que là, on essaye de dresser le portrait du MNA avec les éléments qu'on a d'observation, parce qu'on les fréquente, on les accompagne. Mais c'est comme si d'un seul coup, là, nous tous, on voulait faire le portrait de l'élève de la MFR, quoi. C'est pas possible. On est tous différents, on a tous des histoires différentes. Il y a plein de choses qui font que psychologiquement, humainement, moralement, on est forcément différent de l'autre. Il ne faut surtout pas, quand on aborde ces questions-là, rentrer dans des stéréotypes, des caricatures. Dites-vous que l'humain, il est fait pour être différent de son voisin, tous pareils et tous différents, on va dire comme ça aussi. Tous pareils et tous différents. Est-ce qu'il y a une histoire justement qui vous a marqué ? J'ai fait partie du groupe de citoyens qui s'est regroupé en collectif à Mâcon pour des arrivées au parking Monnier. En avril 2017, d'un seul coup, on s'est retrouvés sur ce parking avec rapidement une 50aine de migrants qui venaient sans rien, un petit bagage et des enfants et puis de tous âges, quoi. Donc on a entre autres accueilli une famille, il y avait la mère et la fille. Sous une petite tente, elles osaient à peine sortir le nez tellement elles étaient apeurées par la proximité des autres familles. Elles venaient d'Albanie, ne parlaient pas français. On a réussi à les reloger dans un Carmel, de façon à ce qu'elles soient quand même un peu détendues, qu'elles profitent un petit peu de pouvoir travailler aussi. Et 2-3 jours après qu'on les ait déménagées, est arrivé sur le parking un jeune qui cherchait sa mère et sa sœur. Alors un matin de bonne heure, on m'appelle, on me dit il y a un jeune là, il dit qu'il cherche sa mère et sa sœur, tu n'as pas une idée ? Ben oui, j'avais une idée, bien sûr, celle qu'on venait de placer, parce que je savais qu'elle cherchait un garçon. Ils étaient partis d'Albanie en ordre dispersé. C'était une mère et ses 5 enfants, dont certains étaient déjà mariés. Mais là, elle était partie avec 2 jeunes, la jeune fille et le gars qui n'avait pas 18 ans. Et le hasard de la route, parce que dites-vous bien qu'on ne part pas avec un taxi, on part comme on peut, avec les moyens du bord. Et des fois, on n'a même pas d'argent pour payer le trajet. Ce jeune est arrivé à Lyon, il n'avait pas 18 ans. Il a été hébergé au titre de MIE, mineur isolé étranger, et non accompagné, puisqu'il arrivait tout seul. À ses 18 ans, on lui a dit, ça y est, tu pars, tu quittes la structure. Il n'a pas eu de scolarisation, par contre. Et ce jeune est arrivé, comme ça, tout seul, à Mâcon, parce que par le téléphone, il savait que sa mère et sa sœur étaient à Mâcon. Il a dû se débrouiller pour venir jusqu'à Mâcon. Et comme ça, il a pu rejoindre sa famille. On a pu le loger, mais il y a eu un autre incident qui vous prouve à quel point ces situations sont précaires et sont toujours très, très douloureuses. J'espère que je ne vais pas verser une larme, mais il se trouve qu'il devait être avec sa mère et sa sœur depuis 2-3 semaines, lorsque tout d'un coup, on reçoit un ordre de se présenter à la préfecture, et c'était assorti d'un courrier. Il fallait qu'il quitte la France. Il était frappé, on appelle ça au QTF, ordre de quitter le territoire français. Et en fait, comme il avait quitté Lyon, sans rien dire, sans faire valoir qu'il partait, on le cherchait, et comme ça, de fil en fil, on l'a retrouvé à Mâcon. Du coup, il était en situation irrégulière. Ça s'est arrangé. Il n'a toujours pas de titre de séjour. Il m'a téléphoné, c'est pour dire aussi qu'on est attachés, quand même, ça remonte à 2017, ça. Récemment, il m'a téléphoné. Il me dit, Daniel, je ne me rappelle pas si j'ai eu mon titre de séjour. Oh, je lui dis, mon pauvre ami, mais non, tu l'as pas. Vous voyez à quel point ils sont perdus. Là, il doit avoir 21 ans. Il est apprenti chez un boulanger qui l'aide pour obtenir son titre de séjour. Mais il manquait des pièces. Il a eu recours à nous. On en avait. On les a fournies. Mais je ne sais pas aujourd'hui où il en est. Voilà, mais ça remonte à 2017 quand même. Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans la Ligue des droits de l'homme plutôt que dans une autre association ? Alors écoutez, pour moi, mais pour d'autres de mes amis, c'est une association de plus, quoi.
J'allais dire qu'en général, on fait partie de plusieurs associations. Femmes solidaires, Terre des Hommes France. Voilà. En ce qui concerne la Ligue des droits de l'homme plus particulièrement, j'apprécie et je milite par rapport à des engagements précis concernant les droits, parce que c'est une association qui se veut pouvoir intervenir pour dénoncer les discriminations, dénoncer les entorses aux droits, et on a même le droit d'intervenir, j'allais dire, au tribunal, ce qui n'est pas le cas de toutes les associations. C'est rare qu'on ait autorité pour avoir des arguments. Donc, on a quand même des moyens juridiques. La Ligue des droits de l'homme a un bureau sur le plan national, avec des avocats, avec des aides. On peut être aidé, d'une part, pour faire bénéficier de connaissances sur les arcanes des démarches administratives, et de surcroît, la Ligue des droits de l'homme, pour moi, a le privilège d'être indépendante. Et ça, c'est important. Elle combat pour la liberté, pour l'égalité, la fraternité, le droit à l'expression, le droit aussi à une vie saine. Maintenant, c'est le cas. On a inscrit ceci aussi dans nos statuts, par rapport notamment aux préoccupations de l'écologie et de la nature. Nous remercions Franz Daniel, présidente de la Ligue des droits de l'homme de Mâcon, d'avoir répondu à nos questions sur la problématique des jeunes exilés et mineurs isolés. Pour plus d'informations sur la Ligue des droits de l'homme, rendez-vous sur leur site internet ldh-france.org. Merci Daniel. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radioaleo.fr. Moi, je vous remercie aussi et je vous encourage parce que c'est exemplaire de se poser des questions. Et en même temps, je vous mets en garde, ne vous arrêtez surtout pas à cette première image. Chaque être humain a aussi une puissance de résistance, de combativité. On ne peut pas répondre d'une façon générale. L'important, c'est d'observer, d'être curieux, à l'écoute et puis d'y aller sans a priori. Et en laissant aussi la place à l'autre. L'autre a le droit d'évoluer. Il a aussi des devoirs de mémoire que nous ne connaissons pas, par exemple. Je vous remercie. Merci beaucoup.